Regardez, sur les 7 dernières saisons de NBA, il y a eu 7 champions différents. C'est autre chose que la Ligue 1 ou que la Première Ligue au foot. La NBA semble bien plus compétitive. Et si on va plus loin, depuis le début des années 2000, 12 des 30 franchises de NBA ont gagné le titre. En tant que fan, c'est incroyable. C'est presque une chance sur deux de voir son équipe soulever le trophée. Vous connaissez notre ligue, voire même un autre sport, qui répartit autant les chances de victoire? Pour en arriver là, la NBA n'a rien laissé au hasard. Il y a bien évidemment la draft qui distribue les meilleurs jeunes aux moins bonnes équipes, mais il y a également une autre règle, un autre système moins connu qui prend directement aux riches pour donner aux pauvres. Enfin, plutôt aux moins riches. Assez surprenant pour les États-Unis. On va analyser ce système ensemble et voir comment il est en train de révolutionner la NBA. J'ai commencé à réfléchir à cette vidéo cet été, quand j'étais aux États-Unis pour voir des stades et des salles NBA, actuelles ou anciennes. Mais j'étais bloqué pour avancer dans le script, de nombreux sites français étaient indisponibles. Ça aurait pas été le cas si j'avais eu Surfshark VPN, sponsor de cette vidéo. Je pense que vous m'avez vu venir. Donc Surfshark VPN déplace votre portable ou votre ordinateur virtuellement dans un des 100 pays disponibles. À l'étranger, vous retrouverez ainsi tous vos sites ou vos fonctionnalités disponibles en France. Ça marche évidemment en sens inverse. Depuis la France, profitez des avantages d'autres pays pour suivre des sports et des équipes non diffusées dans l'Hexagone, comme des matchs universitaires américains ou certaines compétitions de tennis et de cyclisme. Moi qui travaille aussi pas mal depuis des bars ou des cafés avec le Wi-Fi public, Surfshark permet aussi de protéger ses données et de garder sa confidentialité dans ces lieux. Contrairement à d'autres VPN, Surfshark est disponible sur tous vos appareils avec un seul compte. Profitez de 4 mois offerts en utilisant le lien dans le commentaire épinglé ou grâce au code ENTRIBUNE. Vous avez 30 jours de test satisfait ou remboursé. Ça permet de soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas. On retourne à la vidéo. Bon, commençons par un constat. Une évidence sûrement pour certains, le total des salaires des équipes de NBA l'an dernier allait de 112 millions pour les Nets de Brooklyn à 210 millions pour les Suns de Phoenix, soit 1,9 fois plus. Un tel écart entre les plus petites et plus grandes masses salariales, ça paraît énorme, mais ce n'est rien comparé à certains ratios au foot. En première ligue, le club le plus dépensier met 4 fois plus dans les salaires que le dernier, et en Ligue 1, on peut voir que le Havre investit 10 fois moins dans les salaires que le PSG. Si vous pensez que c'est Paris qui faut ce constat, le ratio reste de 5 si on enlève la capitale. En NBA, aucune équipe ne dépense beaucoup plus, ou beaucoup moins aussi d'ailleurs. Cette homogénéité fait que l'an dernier, la finale n'a pas été jouée par les plus dépensiers, mais par les 15e et 19e masses salariales. Par des villes d'ailleurs pas si grandes, qui rayonnent surtout grâce à ces équipes. J'ai pas d'autres exemples en tête où des équipes moyennes, en tout cas d'un point de vue des salaires, peuvent prétendre au titre. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on a vu sur la chaîne. Comment la NBA arrive à décorréler salaire et succès? Que vont faire les 2 plus grands joueurs de la planète dans l'Oklahoma et à Denver, alors que la plupart rêvent de New York et de Los Angeles? La Ligue utilise plusieurs moyens pour équilibrer les résultats. Ça peut sembler un peu complexe, donc faut voir ça comme un jeu dont je vais vous expliquer les règles. On va pas se le cacher, si la NBA est un jeu, ça serait un jeu d'argent. Mais avec de grosses différences avec les ligues européennes. Ici, quand on commence la saison, chacun vient avec sa propre mise, et certains sont mieux lotis que d'autres. Vous dépensez ensuite l'argent comme vous voulez. En NBA, une partie de votre budget provient de ce que vous donne la ligue, qui centralise et distribue les bénéfices. Surtout, ce mécanisme vient avec d'autres contraintes, des limites à ne pas dépasser, c'est le fameux salary cap. C'est ce qu'on voit sur ce graphe, avec la masse salariale des franchises, mais pour l'année en cours cette fois-ci. On voit que les équipes ne dépassent pas... Ah si, elles dépassent toutes ou presque cette limite. Pour ce calcul, la NBA prend en compte les joueurs que les franchises paient actuellement, mais aussi ceux dont elles possèdent les droits. Enfin, certains joueurs envoyés qui impactent encore les comptes sont intégrés. On dit qu'ils ont été coupés. Seulement 2 équipes sont alors en dessous du cap. Comment c'est possible? À quoi sert de fixer une limite si c'est pour que tout le monde la dépasse? C'est le propre de la NBA, c'est ce qu'on appelle un soft cap, un plafond mou ou flexible. Juste je vous préviens, je vais peut-être pas tout traduire. On peut donc dépasser ce cap, dans certains cas, ce sont les exceptions. La plus connue étant la Bird Rights. Ça vient plutôt du nom du joueur. Elle permet à une équipe de dépasser le plafond pour garder un joueur qu'elle possède déjà. Les franchises peuvent aussi signer un joueur au salaire minimum, signer des rookies, remplacer un blessé. Elles ont le droit aussi à une exception par an et même une autre tous les 2 ans. J'en ai simplifié quelques-unes et il en existe plein d'autres, mais quand ton jeu commence à avoir plus de jokers que de cartes, on peut se poser quelques questions. Initialement, ces exceptions étaient mises en place pour que les petites villes gardent leurs joueurs. Maintenant, toutes les équipes les utilisent pour dépasser le cap. C'est devenu la norme. Certains jokers permettent de dépasser le cap si on est en dessous, d'autres peuvent être utilisés même quand on dépasse déjà. Donc pour l'instant, rien de trop contraignant. Mais pour aller plus loin, la Ligue a décidé de toucher au porte-monnaie des propriétaires avec la mise en place en 2001 de la Luxury Tax, la taxe de luxe. Sinon sympa celle-là. Cette barrière montre le palier de la taxe pour l'année à venir. Initialement, pour chaque dollar donné aux joueurs au-dessus de cette limite, il y avait $1 de taxe à payer. Depuis 2013, c'est devenu incrémental. Plus la franchise dépasse fort,
plus elle paye. Cela démultiplie les sommes à débourser. Ces niveaux sont même augmentés si on reste dans cette limite sur plusieurs années. Une partie de ces taxes est redistribuée aux autres équipes, rendant le dépassement dissuasif en principe. Je dis en principe car on le voit, une grande partie des équipes va devoir payer des taxes cette année. Nouvelle barrière et donc nouveau franchissement. On va pas se mentir, la NBA a mis 2 plafonds et à chaque fois ils ont été dépassés. Ça peut laisser un peu songeur. On peut suivre dans le temps cette luxury tax. Ici en jaune, celle des Warriors, que l'on compare avec la masse salariale de la franchise en bleu. Certaines années, l'équipe de San Francisco a payé presque autant de taxes que de salaires, mais avec des titres à la clé. Les 2 autres équipes qui ont payé le plus de taxes sont les Brooklyn Nets et les Clippers de Los Angeles, mais avec moins de succès. Remarquez que ce sont généralement de grosses villes qui se mettent dans cette situation. Maintenir un effectif, ça coûte horriblement cher. Les franchises des grandes villes disposent de revenus plus importants, des billets plus chers, des sponsors plus gros et des médias locaux plus rémunérateurs. Comme évoqué, ce sont aussi des villes qui attirent les stars. Je peux maintenant vous montrer les taxes payées par Charlotte ou les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Et oui, elles n'ont jamais payé de taxes. Les propriétaires de ces franchises ne peuvent pas se le permettre, ou ne veulent pas, on va en reparler. Donc dans les grandes villes, c'est pas l'argent qui manque, ce plafond financier, il a de nouveau été dépassé. La Ligue a décidé d'agir autrement avec les tabliers. Les tabliers, donc, traduction de aprons, aprons, sont de nouveaux paliers créés en 2011 pour le premier et 2023 pour le second, tout récent donc. Pour attaquer autre chose que les finances des équipes, on va s'attaquer à leurs moyens, leur capacité à se construire. Dépasser le premier apron dégrade ou annule certains jokers et rend plus compliqué le transfert de joueurs. Dépasser le second fait perdre d'autres jokers, interdit certaines formes de transfert et fait même perdre certains avantages de la draft, la loterie annuelle amenant de jeunes joueurs. Retenez que si le premier apron contraint, le second interdit. Assez discrètement, ces changements se révèlent être de véritables révolutions dans la manière de créer des équipes. Dépasser le second apron revient à hypothéquer l'avenir de la franchise sur le moyen terme. Il faut alors gagner maintenant. Cleveland sera au-dessus cette année et espère donc jouer le titre. C'était le cas pour Boston pendant 2 ans avec un titre à la clé, mais aussi Minnesota avec 2 finales. Pour d'autres, c'était plutôt le signe d'une mauvaise gestion. On accumule les stars sans se rendre compte des conséquences. Ce système de salary cap, il existe dans d'autres ligues. Je pense que certains d'entre vous pensent au top 14, mais dans leur essence, dans leur fondement, ils sont très différents. Dans le championnat de rugby français, les clubs ont une limite de 10,7 millions d'euros de masse salariale par saison. Mais contrairement à la NBA, ce cap est restrictif. Il empêche les grosses équipes d'aller dans les excès, mais les petites équipes en sont très éloignées, donc pas forcément concernées. Le système il est assez opaque et les sanctions sont essentiellement financières. Alors que justement, si un club le dépasse, c'est qu'il a les moyens. En NBA, le cap est coopératif. Il rétablit l'équité en répartissant les richesses. Les données sont accessibles, c'est pour ça que je peux faire cette vidéo. Et les sanctions sont financières, mais aussi logistiques, avec les aprons. Un outil de régulation contre un outil d'équilibre. Des variantes existent, comme le hard cap de la NFL, impossible à dépasser. Moins de flexibilité, mais plus d'égalité entre les équipes. Pour mettre en place un cap, il faut que la ligue soit suffisamment attractive. Et souvent, ça signifie lucrative, afin que les joueurs n'aillent pas voir ailleurs. Comment l'imaginer en Ligue 1 au foot? Certains joueurs resteront sûrement au PSG, mais une grande partie iraient voir ailleurs. Maintenant qu'on a les règles du jeu, on va jouer. On va voir les différentes stratégies possibles en se mettant dans la peau du general manager, c'est le directeur sportif. On va prendre l'exemple de San Antonio. Donc là, on a nos assets, comme on dit. Ce sont tous les éléments que l'on peut échanger. Premièrement, nos joueurs et leurs salaires, car contrairement au foot, on échange des contrats et pas des sommes d'argent. Ici, on retrouve nos positions dans la future draft, que l'on peut échanger également. Première stratégie, le all-in. On va chercher à faire une super team autour de Wemby pour avoir des résultats immédiats. On fait venir une superstar contre quelques joueurs en faisant matcher les salaires. On ajoute quelques role-players et des vétérans. Mais il faut se projeter dans le temps, anticiper le futur contrat XXL de Wemby et les prolongations d'autres joueurs. Très vite, on approche ou on dépasse les aprons, mais le cap est recalculé chaque année en fonction des revenus de la NBA. Ils vont d'ailleurs exploser avec les nouveaux droits télé, et donc il faut anticiper cette croissance, potentiellement en augmentant encore plus nos joueurs pour qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. Alors peut-être qu'avec cette équipe on va en finale, peut-être même qu'on la gagne, mais vous savez quoi? Ça serait génial mais terrible pour nos finances. Dans ce cas, on reverrait les contrats de nos joueurs à la hausse en récompense et on se mettrait au-dessus de l'apron. On perd alors nos jokers, notre flexibilité. Comme les Celtics cet été, même s'ils ont eu des blessures aussi, il faut trader pour assainir les comptes. On perd alors nos lieutenants et on se retrouve avec une équipe polarisée, des énormes stars et des role-players moins convaincants. Seconde stratégie, faire grandir notre équipe.
On fait confiance à notre effectif, on fait venir quelques vétérans pour encadrer nos jeunes et quelques échanges intelligents pour rester sous les aprons. C'est clairement la méthode Spurs depuis un moment. On viserait un titre dans les 4 à 5 ans peut-être, mais est-ce que c'est compatible avec l'ambition et l'impatience de Wemby? C'est un autre sujet. Troisième stratégie, le tanking. Là, c'est vraiment juste pour l'illustration, mais imaginons que Wemby n'est pas dispo pendant 1 an. On décide de laisser nos meilleurs joueurs contre de plus petits contrats, et on cherche à perdre, finir en bas du classement pour augmenter nos chances à la draft d'avoir de meilleurs jeunes. Petit à petit, on récupère Wemby, puis des lieutenants et on joue le titre dans 5 à 7 ans. L'avantage, c'est que les jeunes, dans les premières années, ils coûtent pas cher. On reste donc sous les aprons. On aura d'autres problèmes au moment de gagner, mais ça sera pour plus tard. C'est l'exemple récent d'Oklahoma, titré sans payer de taxes et en ayant de la marge pour quelques années. Et tanker, c'est pas si simple. En principe, il est interdit de faire jouer une équipe non compétitive. On ne peut pas descendre en dessous de 90% du cap. C'est donc impossible de faire jouer nos U15 contre les Lakers pour perdre, par exemple. Dernière stratégie, la triche. Début 2000, Joe Smith signe plusieurs petits contrats d'1 an avec les Wolves, avec la promesse d'un plus gros contrat à l'avenir. C'est interdit. Un accord ne doit pas présager de bénéfices futurs, sinon trop de contournements du cap serait possible. Par exemple, on ne peut pas faire venir un vétéran en lui promettant un poste dans la franchise pendant sa retraite. L'équipe de Minnesota se fait prendre et perd ses tours de draft pendant 3 ans, permettant à Parker d'aller aux Spurs et non aux Wolves. Un exemple plus récent, Kawhi Leonard aurait touché 28 millions en cash par une entreprise liée au propriétaire de sa franchise, les Clippers, pour ne pas intégrer son salaire dans le cap. Une enquête est en cours. Le salary cap crée un environnement plus équilibré, et c'est ce qui me fait aimer de plus en plus les ligues américaines. Quand l'argent n'est plus le critère de réussite, c'est sa gestion qui devient essentielle, rendant le rôle du general manager hyper central. Ça pousse aussi les fans, comme nous aujourd'hui, à réfléchir à des échanges, mais aussi à des stratégies pour le futur du club, chose presque impossible dans le format européen. En Europe, comment en vouloir à un petit club qui laisse partir son meilleur joueur pour une somme qui va le maintenir à flot pendant quelques années? Ces ligues européennes, elles génèrent des dynasties, des ères. Ça correspond peu ou prou à la richesse du propriétaire. La NBA, c'est plutôt une question de cycle. Tout est fait pour que chaque équipe puisse renouveler ce cycle tous les 5 à 10 ans et redevenir compétitive. C'est ce qu'on voit sur ce graphique qui montre le pourcentage du cap utilisé chaque année. Par exemple, en 2015, les Spurs dépensaient 117 millions de dollars en salaire, soit 122% du cap de l'époque. Puis Duncan arrête en 2016, en 2018 c'est Ginobili et Parker part. C'est le début d'un gros tanking qui permet d'avoir Wembanyama et lance le renouveau. J'ai fait le même exercice pour d'autres équipes et on voit vraiment cette notion de cycle. Dans le cas du Thunder d'Oklahoma, c'est assez marquant. Ils sont allés très bas et ont construit leur titre grâce à cette reconstruction. On n'a pas assez de recul avec ce second apron, il a juste 3 ans. Mais est-ce que pour aller au titre, il n'y aurait plus qu'une seule stratégie? Tanker, accumuler les jeunes pas trop chers, faire quelques transferts, cela acterait l'impossibilité de construire des dynasties. Mais peut-être que le Thunder va y arriver cette année. Alors, est-ce que ce système est parfait? Je lui jette des fleurs depuis le début alors que je suis un passionné de sport collectif en France. Je suis la NBA tout autant que le foot, le rugby ou le hand. Mais c'est vrai que petit à petit, je m'éloigne du foot. C'est super quand on est fan du Real ou du PSG, mais quand on supporte un club du milieu de tableau, que pour avoir des résultats, il faut être racheté, ça peut être un peu lassant. Le salary cap, c'est une promesse d'équilibre, sur le long terme en tout cas. Il permet aux petites villes d'y croire et de partager les bénéfices. En NBA, seulement 2 franchises ont perdu de l'argent l'an dernier. Au top 14, c'est 10 sur 14, 10 sur 18 pour la Ligue 1 au foot. Mais ça vous paraît pas surprenant que dans un pays si libéral, des règles de répartition des richesses existent? Sans aller dire que la NBA est communiste, on peut se demander si c'est pas contraire aux fondamentaux du pays. On parlait du rôle des propriétaires tout à l'heure, des taxes mirobolantes payées par le propriétaire des Warriors. Si en apparence il a payé plus de 700 millions de luxury tax, il faut regarder à combien est valorisée son équipe maintenant. 9 milliards. Alors qu'il avait racheté l'équipe pour 450 millions il y a 15 ans. Ce système rend les franchises très attractives pour les investisseurs, qui peuvent revendre les équipes pour des milliards. Seuls quelques clubs de foot peuvent rivaliser. D'un autre côté, vu que c'est un système qui roule, certains propriétaires ne font qu'encaisser l'échec à la fin de la saison, sans prendre de risques, et vendront sûrement la franchise dans quelques années. Donc tout n'est pas blanc de ce système. Les joueurs doivent se battre contre les propriétaires tous les 7 ans lors du renouvellement des règles financières, c'est le document qu'on voit à l'écran, afin que l'argent ruisselle un peu plus vers eux. Bon, on va pas les plaindre, mais quand le gâteau grossit, c'est normal d'en demander une plus grosse part. Et ce système si rémunérateur, il est aussi profondément verrouillé. Certaines villes n'y auront jamais accès, condamnées à rester spectatrices du haut niveau. Le modèle ultra rémunérateur repose sur une logique d'élite fermée. Les franchises engrangent les revenus, pendant que la formation des jeunes est laissée aux universités et de plus en plus aux clubs étrangers. Les franchises n'ont pas ce lien profond qu'ont les clubs européens avec leur territoire. C'est un système figé, sans promesse ni accession possible. Pas de conte de fées pour une petite ville qui rêve d'atteindre la NBA.
Désolé les puristes, j'ai dû faire quelques simplifications pour rendre la vidéo intelligible. Je vous laisse mettre des compléments en commentaire si jamais vous en avez. En tout cas, merci à Surfshark, le premier sponsor de cette chaîne. Je vous laisse cliquer dans le lien dans le commentaire épinglé, ça permet d'aider la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, à liker et à booster depuis vos portables. La prochaine vidéo, elle va mettre un peu de temps, mais on se voit quand même très vite. Salut!